Bienvenue à vous, nous sommes au Café-Restaurant Les Éditeurs à Paris dans le 6e en compagnie de Chantal Clem, fondatrice, figure de femme, totem des Outre-mer, mais je reçois l'écrivaine. Bonjour Chantal Clem. Bonjour madame. Comment trouvez-vous ce lieu? Il est tout simplement magnifique. Je ne le connaissais pas, je l'avoue en toute franchise, et il est incroyablement sublime, voilà. Historienne, de formation, enseignante et écrivaine de votre premier roman Moi, Lumina Sophie, connaissant votre engagement pour le droit et l'égalité des femmes, en quoi le roman est-il à la fois ancré et en marge de son époque? Alors, il est ancré parce que en fait, il s'inscrit dans cette volonté en fait que nous avons, hein, nous toutes les personnes engagées, en tout cas pour la cause des femmes, de redonner toute leur place à leurs femmes, dans l'histoire, à tout ce qu'elles ont accompli, hein, à tout ce qu'elles ont mené, et puis c'est incroyablement aussi important de remettre à jour, de promouvoir un mot cher à Gisèle Bourquin, le matrimoine, si vous voulez. Donc ça aussi, c'est important que nous puissions, si vous voulez, remettre toutes ces, toutes ces valeurs, toutes ces icônes, figures de femmes totem qui ont magnifié justement notre belle histoire. Et puis je pense aussi que c'est incroyablement moderne parce que ça ne vous aura pas échappé, la France est en proie à des grosses questions identitaires menées par toutes sortes de courants politiques. Alors certains pas mal et puis d'autres considérablement abjects. Je ne vais pas vous rappeler les propos totalement délurés d'Éric Zemmour. Et c'est important aussi que toute notre histoire, toutes nos histoires, parce que je pense à ces Outre-mer qui ont des histoires aussi riches que variées, aient toute leur place aussi dans ce panthéon national qu'est la République. Historienne, quelle fascination éprouvez-vous justement pour les femmes? Les histoires de femmes et les femmes dans l'histoire. Donc, je dis bien les histoires de femmes et les femmes dans l'histoire. Parce que les femmes, en fait, sont les grandes oubliées de l'histoire. Bon, mais ce travail a tendance, je vais dire pas même à tendance, ce travail, il est totalement... c'est un travail qui est fait par les historiens. Si vous voulez, si je connais Lumina Sophie, c'est grâce au travail de Gilbert Pagot. Il faut le dire, qui a apporté une contribution inestimable. Je veux dire, de plus en plus, les historiens font un travail de conférence, font un travail de recherche pour pouvoir promouvoir cela et je les en remercie dans tout ce qui se passe dans nos universités. Je peux vous citer Clara Palmis, par exemple, comme plein d'autres qui travaillent et qui œuvrent à cela. Donc, effectivement, j'essaie avec mon engagement, ce qui est de sens, c'est l'engagement qui est le mien, de porter ma contribution en tout cas. Lecture 1 de Chantal Clem. C'est un poème d'introduction au premier chapitre de ce roman qui s'appelle Moi, Lumina Sophie, et il s'intitule Il y eut un soir, il y a ce matin. Ce matin, je me suis réveillée au barreau, je me suis accrochée, j'ai compris, j'ai su. Il y eut un soir, il y a ce matin, le temps s'est brutalement arrêté. Aux Alizés, j'ai dit, loin de moi, fuyez, au Filao, j'ai sommé. Drapez-moi de ma robe de deuil, aujourd'hui, la justice doit me décapiter. Chantal Clem, quel rythme donnez-vous dans la narration de la fiction et de la réalité et la poésie justement dans le texte que vous venez de lire? J'aime bien la musicalité. Je voudrais quand les gens lisent ce roman qu'ils entendent les bruits de tambour, qu'ils entendent un peu les vents, les bruits des alizés, et qu'ils entendent cette Martinique quand on entend, cette Guadeloupe quand on entend, qu'ils entendent vraiment ces rendez-vous que nous avions lorsque nous étions enfants dans nos campagnes, qu'ils entendent vraiment le bruit qu'on avait de cocorico le matin, le bruit de la vie en fait, de la ville qui se réveille. Donc je voudrais qu'ils entendent ça. Donc cette musicalité-là, ce rythme-là que j'ai choisi, je l'ai nourri en fait de ces souvenirs, ces sons en fait qui ont, bercé, qui prennent plaisir aussi à revenir et à s'amuser dans ma tête quand je me sens nostalgique de mon pays. Votre titre, Moi, Lumina Sophie, et Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, vous savez, c'est le roman de Maryse Condé, prix Nobel alternatif littéraire en 2018. Oui. Alors, quelle résonance étymologique, littéraire, du mot « moi » ? Moi, c'est l'affirmation. Vous savez, cette histoire est d'abord l'affirmation d'une conscience collective. Et le moi, c'est qui je suis. I am who I am. Je suis qui je suis. Pour moi, il me semblait
capital puisque cette histoire, ce livre est écrit, il est rédigé à la première personne. J'ai choisi de donner à Lumina, comment je vais dire, d'écrire comme si elle se racontait, comme si elle livrait sa version des faits de l'insurrection du Sud, comme si elle venait en tant que témoin justement de cette histoire, de cette époque, nous donner des éléments. Et ce moi, justement, au travers de ces tribulations, au travers de cette accusation qu'elle va vivre, de cette sentence qui sera absolument abominable et de toutes ces épreuves aussi difficiles et insupportables les unes que les autres, il y a cette volonté de s'affirmer. Je reste qui je suis. Je me bats pour ça et derrière ce qui je suis, mais il y a la force, en tout cas, de toutes les luttes qui sont les nôtres, celles des citoyens depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, de cette conscience collective de la Martinique, de Le la roman Guadeloupe. commence à la fin, ce qui permet, je dirais le mot, de banaliser le parcours émotionnel du personnage historique Moi Lumina Sophie. Est-ce qu'on Alors, peut employer le mot banaliser le parcours émotionnel, le fait que vous commenciez ce roman à la fin? mais le fait que je le commence par la fin, c'est tout sauf pour banaliser le parcours émotionnel, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a paru important de montrer que c'est une femme qui arrive en fin de parcours, en fin de vie, et qui a eu tout le recul nécessaire pour pouvoir regarder ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'histoire qu'elle va livrer, elle va la livrer en fait avec le plus d'objectivité que possible, en reconnaissant aussi elle-même, je vais dire, ses grandeurs en tant que personne et ses failles aussi. Là où elle a été une héroïne, là où elle est devenue une héroïne malgré elle. Les moments aussi qui ont été les siens, des moments de détresse, les moments de doute. Et les moments où, au travers de ces vents qui étaient totalement contraires, au travers de ces marées extrêmement démontées, où elle a choisi de se positionner envers et contre tous. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est une construction psychologique qui va se faire. Ce sont des parcours initiatiques, en fait, qui vont l'amener à devenir qui elle est. Et c'est pour ça qu'elle dit moi, Lumina Sophie, et c'est pour ça qu'elle commence par la fin, parce que vous savez, il y a le temps nécessaire où, dans toute expérience, dans toute épreuve, il y a ce recul, il y a cette distance qui va nous permettre d'avoir une lecture qui sera moins passionnelle, mais beaucoup plus objective et beaucoup plus réaliste, en fait. Oui, très bien. Je pense qu'elle a acquis, en commençant par la fin, elle a acquis cette maturité, en fait. Il y a eu tout ce cheminement-là qu'il y a eu, qui lui permet, en fait, de regarder les choses et d'en donner un témoignage qui soit le plus objectif, en tout cas par rapport au choix qu'elle a fait. Elle ne le demande pas d'accepter ses choix ou de les juger, mais elle se positionne dans ce qu'elle est. Et c'est ce qui est bien dans ce phénomène de transfiguration, en fait. C'est une Lumina transfigurée qui arrive en bout de parcours avec ce choix qu'elle a décidé de faire. Comment s'est passée votre rencontre avec Raphaël Confiant? Inimaginable. Et pourquoi je mets inimaginable? Parce que pour moi, c'était trop grand que Raphaël Confiant puisse, comment je vais dire, accepter de préfacer. Si vous voulez, j'envoyais ça avec crainte et tremblement, sachant que je n'aurais jamais eu de réponse. Pour moi, c'était pas possible parce que c'était un premier roman et vous savez ce que c'est que cette crise un peu de l'imposteur que nous avons tous quand on fait un premier roman, qui est de se dire que ce sera pas bon, ce sera totalement nul et qu'on ne va pas du tout attirer le lecteur. Et lorsque j'ai envoyé cette préface à Raphaël Confiant, je ne m'attendais nullement à avoir un retour. Donc lorsque, par un soir, à 23h31, heure de Paris, nous nous sommes eus par téléphone, j'ai été incroyablement, je vais dire, touchée, mais touchée, le mot est la faible, par, je vais dire, la vie qu'il m'a fait, le retour qu'il m'a fait de ce livre et le désir qu'il a eu en tout cas de préfacer ce roman. Donc, je ne peux que témoigner ma reconnaissance et être dans un grand et éternel merci. Dans la préface, Raphaël Confiant mentionne des précédentes plumes, des écritures des femmes romancières. Pouvez-vous nous les citer? Alors, il parle d'Ina Césaire, Paulette Nardal, Marie-Madeleine Carbet, Mayotte Capétia, évidemment, Marie-Thérèse Julien Longfou, Thérèse Léontin, Marie-Reine de Jam, Suzanne Draceus, Jala, Annick Sylvestre, Nicole Cage, Christiane Sakarabani, Widad Amra, Mérine Seko, Nadan Elzi et tant d'autres, évidemment, que nous avons oubliés et qui mériteraient d'avoir leur nom aussi sur cette préface. Comment voyez-vous l'écriture littéraire ou linéaire de ces écrivaines?
Mais extraordinaire, extraordinaire. Moi, je suis fan de la plupart d'entre elles. Et d'ailleurs, je profite de votre émission pour remercier Nicole Cage, parce qu'elle a été la première que j'ai appelée pour lui dire que j'avais cette histoire assez folle de faire ce roman. Et elle m'a accompagnée effectivement dans le processus d'écriture. D'abord, elle a cru en moi, elle a cru à ce projet. Et puis, elle a eu la patience et la grande, grande générosité de m'accompagner aussi, hein, puisqu'il y a une structuration d'un récit, vous voyez. Donc, ces cours et ces conseils ont été incroyablement précieux et ont enrichi, je pense, mon style qu'elle m'a aidé en tout cas à trouver. On parle aussi de Suzanne Dracius. Voilà, Suzanne Dracius était la première, je crois, et j'espère, à écrire en tout cas une pièce de théâtre sur Lumina Sophie. C'était une commande faite par l'Union des femmes de Martinique, qu'elle a après mis, en fait, je vais dire, dans un livre, donc où elle a écrit ce livre Lumina Sophie aussi. Donc je suis très très contente de pouvoir aussi rappeler cela. Et puis aussi, évidemment, il y a les Sœurs d'Ardal, avec tout le travail de reconnaissance de plus en plus qui se fait. Les Sœurs Nardal, on a parlé de la négritude au féminin, Mérine Seco, il y en a énormément et je pense que leur trace, leur travail est absolument précieux et donne énormément de coffres, et donne énormément de volume à la création littéraire, je vais dire, martiniquaise. Dans sa préface, Raphaël Confiant parle de l'iconographie du personnage qui Oui. fait ressurgir un instant passé et révolu. Écoutez, c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon éditrice, voilà, Madame Michel Jean-Baptiste, et je la remercie parce qu'en fait, lorsqu'elle a lu mon roman, elle a tout de suite imaginé, en tout cas, cette iconographie que j'ai trouvé absolument incroyable parce qu'en fait, n'importe laquelle de nos grands-mères peut s'identifier en fait à cette iconographie. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'est un très bon choix. C'est un bon choix qui rend hommage à Lumina Sophie et c'est un choix aussi qui fait que n'importe quelle femme peut se retrouver dans ce personnage. Donc le choix est incroyablement judicieux, évidemment. Et je pense que ce qu'il a écrit, Raphaël Confiant, est très très juste. Instant passé, instant révolu, mais instant quand même dont nous pouvons nous référer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que on a un problème avec nos histoires, mais je ne vais pas parler de problème, c'est-à-dire qu'en quelque part, il y a une déconnexion, il y a une césure qui s'est faite avec notre histoire. On a voulu y voir que quelque chose de douloureux. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de notre histoire, les référentiels qui sont faits, c'est la douleur, c'est la période sombre, c'est la période difficile. Et c'est vrai, et c'est vrai. Néanmoins, au travers de cette période extrêmement sombre et difficile, ces icônes ont jailli comme des étoiles, des lumières apportant l'espérance. Et leurs combats, leur parcours sont des témoignages d'espérance, sont des témoignages qui sont exemplaires et qui servent d'exemple pour nous aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Il ne faut pas rappeler la douleur, l'histoire et dire nous sommes un peuple qui a souffert et qui ne veut plus souffrir. Non, nous sommes un peuple avec une histoire fière, nous sommes un peuple avec une histoire belle, nous sommes un peuple avec une histoire forte. Et ces femmes, de par leur parcours, en sont ce témoignage incroyablement édifiant. Édifiant, instant passé et révolu. Alors ces femmes, elles sont jeunes en général, elles jouèrent un rôle important dans cette révolte. On connaît surtout Lumina Sophie, de Rosaline Soleil et Madeleine Clem. Alors, Oui. pouvez-vous me parler de cette filiation en lien de parenté avec vous, Chantal, ou Oh pas? oui, en lien de parenté avec moi, en lien de parenté avec un peu les Clem de René, donc c'est un peu le fief. Alors, vous avez vu que dans le livre, j'en ai parlé qu'une seule fois. Je n'ai pas parlé beaucoup parce que je ne voulais pas, justement, étant Chantal Clem, voilà, faire le rapport et faire un travail. Et Madeleine Clem mériterait à elle seule tout un roman là-dessus, voilà. Donc, effectivement, il y a un lien de filiation, mais ce n'est pas ce lien qui a fait que j'ai voulu écrire cette histoire-là. Non, j'ai voulu écrire cette histoire-là parce que pour moi, j'ai voulu modestement, et j'espère que nos téléspectateurs retiendront le mot modestement, je voudrais, et c'est le combat que nous menons tous d'ailleurs, que notre histoire soit érigée elle aussi avec ses valeurs universelles. Et Lumina Sophie n'est pas seulement une icône qui appartiendrait à la Martinique, comme la mulâtresse n'est pas seulement qu'une icône qui appartiendrait à la Guadeloupe. Par leur combat, par justement les actions qu'elles ont menées, elles méritent d'être érigées au nom d'icônes totem universelles.
Le mois de septembre, qui est l'anniversaire de l'insurrection du sud de la Martinique. Tout à fait. 1870, des femmes insurgées, femmes de l'ombre, Oui. contre les injustices de l'époque, d'hier et aussi d'aujourd'hui. Chantal D'aujourd'hui, Clem. évidemment, mais évidemment. Vous savez, Lumina Sophie, il y a quelque chose qui est si peu connu, c'était le sort des femmes qui était réservé au bagne. Vous savez, lorsque ces femmes étaient condamnées, et c'était le cas de Lumina Sophie, elles ont été mariées de force à d'anciens bagnards. Et elles étaient livrées à toutes sortes de violences, à toutes sortes de sévices. Sans autre que recours que la très sainte volonté de leur époux. Vous voyez, ça fait écho à des combats qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça fait écho à des combats qui sont les nôtres aujourd'hui. Lorsque vous savez que le fait de déporter les prisonniers au bagne était interdit pour les prisonniers qui sortent de la métropole pour aller vers le Saint-Laurent-du-Maroni parce qu'on savait que c'était invivable, que les conditions étaient absolument inhumaines, ça avait été dénoncé, mais que cela a été interdit par la loi, sauf exception, pour les condamnés issus des territoires, des colonies de Martinique, de Guadeloupe. Ça ne fait pas écho à des combats encore qui sont les nôtres aujourd'hui et nous devons poser la question, qu'est-ce qui a changé pendant toutes ces années? Où en sommes-nous? Quand nous voyons la difficulté pour nous, pour nos écrivains, pour nos artistes, pour notre culture, de ne pas être relégué à une culture au monde, mais à trouver sa place dans le patrimoine culturel français, je pense que ça fait écho. Ça fait écho. Donc nous sommes quand même dans des choses, dans un passé justement, qui a des résurgences aujourd'hui, qui a des répercussions aujourd'hui, et nous sommes les seuls à pouvoir prendre la décision par rapport à l'ambition qui est la nôtre, par rapport à la vision que nous avons, de nous décider de ce que nous voulons en faire. Et ces gens-là ont laissé un héritage absolument incroyable. C'est à nous de le prendre et c'est à nous d'en disposer et de voir ce que nous voulons faire pour nous également le léguer à la prochaine génération. La révolte du terme activiste, Oui. 1848-1879, et le mouvement des activistes afroféministes des femmes de la société du XXIe siècle. Est-ce que vous vous identifiez, est-ce que vous-même vous êtes activiste, Chantal Clem, dans cette société par rapport à 1848 à 1879? Alors, activiste, j'ai perdu du terme, parce que maintenant, vous savez que derrière le mot activiste, il y a énormément maintenant de violences, de faits de violence qui y sont associés. Et donc, c'est un mot qui me fait terriblement peur. Donc, je ne me l'appliquerai pas. Mais par contre, est-ce que je suis engagée? Oui, je suis déterminée dans mon engagement à faire rayonner notre culture, notre patrimoine. Je suis déterminée, en fait, dans le discours et dans les mots que j'emploie, à dire cette excellence que nous avons, que nous ne soyons pas encore une fois relégués ou bien traités de manière périphérique. Je pense qu'il faudra un moment dire assez. Il faudra un moment dire stop. Par quoi ça va passer, je ne le sais pas. Par qui ça va passer, je ne le sais pas. Comment ça va se faire, je le sais encore moins. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucunement, et toutes les personnes qui font ce militantisme d'une manière, même vous, le fait de faire ce type d'émission, de donner la parole, c'est une forme de militantisme, justement, c'est de pouvoir agir pour promouvoir cela. Et nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas arrêter, nous devons continuer à semer ne serait-ce que des petits cailloux pour qu'un jour, ça fasse trace. Et que d'autres aient envie de reprendre justement le combat et le mener. Nous en sommes encore loin, nous sommes loin d'être arrivés. Vous avez parlé de 1848-2022, d'activisme et de combat. Et heureusement que ce combat continue, heureusement que ce combat se perpétue, parce que nous en sommes encore loin. Regardez, je vais vous dire une chose, la délégation interministérielle des Outre-mer a disparu. Dans l'indifférence générale, ça a été supprimé. Pourrais vous donner tellement d'exemples, nos documentaires, nos informations, tout ce qui se passe sur les chaînes nationales et qui sont relégués à minuit 45. Vous voyez que je vous dise, qui ira regarder un super documentaire, aussi beau soit-il, à minuit 45, comme si c'est la seule place dont nous devons avoir. Et je pourrais vous citer encore tout plein d'exemples. Et pourtant, inlassablement, les initiatives se multiplient, les gens continuent encore d'agir et de tenter de frapper. Et il faut continuer à frapper à la porte. Il faut continuer à semer cette graine, ce bon grain, jusqu'à ce que le fruit soit sorti. Nous ne devons pas arrêter. La mobilisation doit
se poursuivent. Donc si c'est cela l'activisme dont vous parlez, alors oui. Si c'est ça l'engagement, alors oui. Et heureuse suis-je de pouvoir en faire partie, de cette foule de personnes qui militent chacun dans son domaine pour porter une contribution. Car ce qui compte, c'est le rayonnement de nos histoires, de nos beaux territoires. Moi, Lumina Sophie, le titre de votre roman, Femme libre marquée par la ségrégation, des inégalités subies par les populations rurales. Quelle démarche contre cette inégalité de race, de couleur, d'identité, aujourd'hui dans tous les mouvements sociaux qu'on subit, qu'on voit à la télé, dans les médias, et le mouvement Black Lives Matter. Alors le mouvement Black Lives Matter est un super mouvement, si vous voulez. Bon, c'est dommage qu'il ait été récupéré dans quelque chose de politique, mais je veux dire, c'est un excellent mouvement parce qu'il a permis des avancées absolument incroyables. Regardez, par exemple, il a permis des avancées absolument incroyables. De plus en plus, la parole, il y a des avancées qui se sont faites, voyez. Comment nous, en tant qu'ultramarins, ici à Paris, nous devons nous inscrire là-dedans? C'est à nous de trouver les moyens, les moyens de pouvoir le faire. Est-ce qu'on y arrive? Je n'en sais rien, puisque moi-même je suis engagée, donc je ne veux pas être jugée partie. Mais quoi qu'il en soit, c'est que nos actions et ce que nous faisons n'a pas encore la portée suffisante et satisfaisante. Pour moi, qui écris un livre, je n'ai pas beaucoup de moyens d'en faire la promotion, parce qu'il n'y a pratiquement pas de médias qui puissent nous recevoir au même titre que d'autres auteurs. Il faut vraiment faire partie du lot parce que nous sommes... Cela se voit dans le milieu artistique, cela se voit dans plein d'autres milieux. J'ai participé à un séminaire sur les féminicides. Et le séminaire sur les féminicides, sur les violences des tables rondes, mais en fait, encore une fois, nous y étions absents. C'est cette problématique-là qu'il faut régler. Comment faire pour que nous soyons présents? Comment faire pour développer les moyens d'une action qui puisse impacter et qui puisse faire que nous prenions notre part dans le débat national. Débat où nous sommes encore relégués. Comment faire et comment agir? Encore une fois, je reviens sur ce que je vous disais la dernière fois. Je n'ai pas les réponses, je n'ai pas la solution. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut encourager toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, mettent en œuvre des actions pour pouvoir le faire. Et il y en a plein qui mettent en œuvre des actions qui pour le faire. Alors, donnons-nous la main, validons les bons projets, poussons-les, encouragez-les. Maintenant, cela va passer peut-être par la politique, cela passe par l'association, cela passe par diverses actions. Oui, c'est à nous aussi encore de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'astuce et de continuer à enrichir cette excellence, cette black excellence de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de la Polynésie. Cette black excellence de Mayotte, cette black excellence de la Nouvelle-Calédonie, pour que nous puissions, encore une fois, que nos talents, et hier, c'était le talent 2021 d'Outre-mer avec le Casadom, pour que nos talents soient reconnus, pour que nos talents soient encouragés, pour que nos talents, justement, puissent continuer à émerger. Alors, ça se fait par énormément d'actions et puis il faut faire en sorte que ça puisse se poursuivre. Mais je ne vais pas vous mentir, Vanda, aujourd'hui, moi qui parle, à part effectivement essayer d'alerter et trouver des mots là-dessus, je n'ai pas encore trouvé les moyens pour pouvoir y arriver. Mais soyons positifs et pleins d'espérance, espérons trouver ces voies. Nous allons les trouver. Rassembler l'histoire comme un pulse. Alors moi, Lumina Sophie, Rosa Parks, Toni Morrison, Angela Davis, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Une histoire différente, mais le même combat de liberté. Oui, mais évidemment que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le même combat de liberté. C'est le même combat de liberté, mais qui va s'incarner différemment dans des territoires donnés, tenant compte de l'histoire, tenant compte de la sociologie, mais qui va trouver des biais différents en fonction des territoires, tenant compte des dynamiques qui sont propres à un tel. Vous avez vu, Barack Obama est venu président de la République, premier président de la République de la plus grande puissance du monde. Pour autant, les problèmes de racisme ont-ils été réglés? Non. Donc nous voyons que tout n'est pas si simple. Et ce ne sont pas forcément des chemins linéaires et tout droit. Tout est histoire de combat, est histoire d'étapes effectivement à passer et histoire encore de conquête.
Et nous sommes inscrits dans cette dynamique-là et nous devons continuer à poursuivre dans cette dynamique-là pour pouvoir de plus en plus gagner du terrain. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est donner les moyens à la génération qui arrive de pouvoir prendre ce relais. Nous n'y allons pas y arriver jusqu'au bout. Nous allons semer notre grain. Nous allons porter notre contribution. Nous allons apporter tout ce que nous pouvons et nous allons à un certain moment passer le relais. C'est la loi de la vie qui le veut. Et il faut que cette génération-là qui arrive, qui sera formatée différemment, qui aura aussi ses autres aspirations, puisse pouvoir s'appuyer sur cet héritage que nous allons leur transmettre. Le roman montre le combat de cette femme, la résilience, l'introspection, l'identité des droits des femmes de notre société. Dans quel état mental êtes-vous à la fin du roman, Chantal Clem ? À la fin du roman, je vous avoue que j'ai un double sentiment. Le sentiment que c'est une histoire nécessaire à raconter et en fait, le sentiment aussi que c'est un combat qu'il faut plus que jamais mener. Donc effectivement, je suis incroyablement galvanisée en tant que militante car Lumina m'inspire. Je vais vous dire même, j'ai l'impression qu'elle m'habite puisque historiquement, j'ai été chercher le plus de renseignements, le plus je veux dire, d'informations pour pouvoir avoir quelque chose de crédible à raconter. Et puis aussi, je vais dire, au point de vue de la personne qui écrit un premier roman, ben, j'étais incroyablement, je vais dire, dans un état de fragilité. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis dit, mais à qui ça va plaire, cette histoire? Vous savez, je vous disais tout à l'heure, en tant que peut-être en premier roman, j'ai été atteinte d'un syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir poster mon tapuscrit aux auditeurs. Et quand déjà, même alors que la maison d'édition m'avait accepté, que le contrat a été signé, j'ai pris beaucoup de temps pour faire les corrections parce qu'en fait, je doutais. Pour moi, c'était une histoire que je voulais mettre à la poubelle. Donc, j'étais habitée, en fait, par ces deux sentiments contraires. Si vous voulez être forte, être galvanisée pour l'engagement, dans la conviction, il faut poursuivre ce combat. Et puis, en tant que primo-romancière, si vous voulez, j'étais dans le doute, dans un grand doute qui m'habitait, sur la nécessité, en fait, de devoir écrire. Voilà. Donc, c'était un peu ce sentiment assez mitigé, mais ce fut une belle expérience, quoi qu'il en soit. Que retenez-vous justement de cette expérience d'auteur pour la promotion de vos livres dans différents médias des Outre-mer pendant cette période estivale? De la reconnaissance. Vous savez, j'ai eu une promotion incroyable. J'ai eu la chance d'avoir un roman qui a été incroyablement bien accueilli par mes compatriotes. J'ai fait une campagne justement en Martinique, en Guadeloupe, qui s'est bien passée. J'ai eu un accueil incroyablement chaleureux. J'ai eu un accueil, une tribune médiatique très grande. Donc, écoutez, je retiens énormément de reconnaissance. Vous savez, si je devais avoir un mot pour qualifier cette tournée estivale, c'est de la reconnaissance et un grand merci. Chantal Clem, vous êtes enseignante. Vous savez que le lycée Lumina Sophie à Chalchères en Martinique, s'épanouir, s'ouvrir et réussir. Lycée polyvalent Lumina Sophie à Saint-Laurent-du-Maroni, à jamais dans le panthéon de l'éducation, ce que vous avez cité au début de l'interview. Votre réaction? Alors, j'étais enseignante, je ne le suis plus puisque je suis cadre supérieur dans une administration, mais j'ai commencé ma carrière en qualité d'enseignante. J'interviendrai au lycée Lumina Sophie à Chalchères sous l'invitation d'un professeur qui est venu à l'une de mes conférences et qui m'a invité. Et effectivement, il y a cette histoire, justement, ce rayonnement grâce au travail des historiens. Je vous parlais de Gilbert Pagot qui contribue au rayonnement. Donc, si nous aussi, à leur suite, nous portons notre pierre d'édifice pour que ce rayonnement puisse être le plus large et le plus diffus possible, alors tant mieux, tant mieux. Fondatrice de Figure de femme totem des Outre-mer, le 1er septembre, Jean-Paul Césaire, le fils d'Aimé Césaire, a mis en œuvre la vision culturelle du poète pour la Martinique. Quels sont vos mots pour lui rendre hommage à ce grand homme? Aimé Césaire ou Jean-Paul Césaire, les deux? Ben plutôt, oui, les deux, pourquoi pas. Puisque Jean-Paul Césaire nous a quittés voilà, tout dernièrement. Ils ont fait, ils ont contribué, ils ont donné. Et nous pouvons nous référer à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont donné, pour pouvoir, à leur suite, prendre notre part. Et c'est ce que je vais dire à nos compatriotes, à nos amis, à tous ceux qui nous regardent, que là où nous sommes, nous pouvons prendre notre part et amener, nous aussi, notre part de rayonnement à la suite de ces grands hommes. Pour terminer cet échange, au Café littéraire Les Éditeurs, Chantal Clem, quels sont vos projets
Et que dites-vous à vos futures lectrices et lecteurs? Mais que je leur souhaite déjà une belle lecture. Voilà, j'espère que ce roman, dans le style que j'ai choisi, mélangeant le créole, mélangeant le français, leur plaira. Et puis, vous savez, je vais dire à mes lecteurs aussi, aux personnes qui nous regardent, l'espérance. Quelle est belle cette espérance. Quelle est belle cette espérance de penser et de savoir que nous aussi, nous portons en nous tous les outils pour donner beaucoup plus de fécondité au rayonnement de notre patrimoine. Restez dans l'espérance, gardez cette espérance et vous verrez, si chacun fait sa part, alors nous ferons ensemble des exploits. À très bientôt, Chantal Clem. C'est moi qui vous remercie, Vanda. Merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. Et merci au Café-Restaurant Les Éditeurs à Paris de nous avoir accordé cet endroit absolument magnifique.